Je vous invite à donc intervenir avec auprès des participants. Alors peut-être Laurence Campa tout de suite parce que c'est à chaud, voilà. Et est-ce que vous avez peut-être des questions les uns ou les autres à poser sur cette merveilleuse intervention qui nous fait comprendre non seulement le besoin de fiction, mais aussi le besoin d'étrangeté peut-être. Et puis, pour amorcer cette discussion qu'on peut avoir ensemble, je citerai volontiers la phrase en la changeant un petit peu, tirée du calligramme La lettre océan d'Apollinaire, qui dit « Vous ne connaîtrez jamais », c'est ça, jamais bien l'Himalaya. On a l'impression qu'on ne connaîtra jamais bien Douanier Rousseau. Parce que justement, c'est une construction. Est-ce que vous voulez répondre à ça, Laurence ? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit donc pour vous citer la lettre Océan, donc le calligramme d'Apollinaire qui disait on ne connaîtra jamais bien l'Himalaya. Est-ce qu'on peut dire les Mayas, pardon. Est-ce qu'on pourrait dire on ne connaîtra jamais bien le Douanier Rousseau ? Je crois qu'en tout cas, je ne pourrais pas répondre globalement, mais il me semble que pour Apollinaire, par exemple, qui est celui que je connais le mieux, il a sans doute, il y avait un mystère il y avait une sorte d'émerveillement tardif, comme je l'ai dit, devant cette œuvre. Et il a voulu, il y avait un mystère, il y avait effectivement un mystère, parce il voyait travailler Picasso, Braque, Léger, etc. Et donc il voyait bien que c'était pas la même chose, c'était ni les mêmes personnalités, ni les mêmes ambitions, etc. Et il a voulu, mais je crois ce qu'il a fait, c'est plutôt que de démythifier, au contraire, mythifier, peut-être dans une visée, on va dire, j'allais dire publicitaire, là le mot est un peu déplacé et anachronique, mais peut-être pour promouvoir le Douanier Rousseau, mais aussi parce que justement il voulait garder très probablement cette idée de mystère, qui lui semblait partie prenante de l'œuvre en fait. Claire Bernardi, je crois que vous voulez intervenir. J'allais ajouter, Laurent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que je pense qu'en fait, Apollinaire a aussi commencé réellement à s'intéresser à l'œuvre de Rousseau à partir du moment où il a vu cette part de rêve. C'est-à-dire qu'on voit dans la critique d'Apollinaire une gradation des premiers éléments de critique qui étaient assez négatifs sur l'art de Rousseau jusqu'au dernier texte, et notamment ses propos assez longs et assez fournis dans les soirées de Paris, et puis la reproduction des lettres de la correspondance. On voit se dessiner petit à petit un intérêt pour Rousseau qui, à mon avis, quand on lit la critique, s'enrichit de cette part de rêve, d'imaginaire, et dans les termes employés par Apollinaire, on sent dans les descriptions d'œuvres notamment cet intérêt grandir avec cette part. Donc peut-être en effet une façon de mettre en avant de mettre en avant l'œuvre de Rousseau, d'en faire l'apologie, et peut-être aussi une façon de montrer qu'il voit à quel point finalement il voit dans son œuvre quelque chose qui, comme vous le disiez, se rapproche de cette invention poétique qu'il cherche à fonder. Et en fait, quand il essaie d'expliquer, il n'explique pas le Douanier Rousseau, mais quand il essaie d'expliquer des choses, il trouve toujours des explications qui sont de l'ordre de la superstition, de l'insolite, de l'anecdotique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas justement de le ramener à quelqu'un d'ordinaire ou de retrouver l'homme vrai qu'il a pourtant côtoyé. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le personnage du peintre et comment lui peut participer justement à cette élaboration. Ce que je veux dire, c'est qu'Apollinaire était tout à fait conscient de ce qu'il faisait lui-même, en fait, en construisant cette légende. Des questions dans la salle au sujet des inventeurs du Douanier Rousseau et de la manière dont les écrivains, en particulier les critiques, se sont à la fois appropriés Rousseau et l'ont fabriqué. Alors, on a une question tout en haut. La prochaine fois, je viendrai avec une casquette de barreur. Une question naïve. On parle de rêve. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'interprétation ou de texte sur la psychanalyse, puisque c'était à l'époque très...
Alors moi, juste une petite réponse technique. J'aurais beaucoup voulu justement qu'il y ait une intervention d'ordre psychanalytique, parce que je le disais tout à l'heure quand nous avons eu la chance de faire la visite de l'exposition avec les commissaires, que évidemment, rien qu'en regardant la manière dont Henri Rousseau représente les femmes, le corps des femmes, leur monumentalité, le côté très plaqué, très imposant, très momifié parfois du corps féminin, ça laisse à imaginer un certain type de relation avec l'autre en général. Et puis on a parlé aussi pendant cette visite justement du rapport de Rousseau à la communauté des vivants. Justement, moi je m'interrogeais sur le fait que c'est intéressant de voir à quel point le douanier Rousseau, dans tous ses tableaux quasiment, interroge la question du rapport au milieu, du rapport à l'autre. Les hommes et les animaux et la nature, les hommes face à leur destin, au fait qu'ils se reproduisent, les familles, les carrioles, les bébés, y compris le rapport à l'histoire, autant avec la représentation du centenaire de l'indépendance, où on voit toutes ces personnes de peaux différentes mélangées dans une sorte de grande concorde rêvée. Et donc, sans moi-même avoir du tout de formation psychanalytique, j'aurais bien, effectivement, comme vous, madame, souhaité avoir une lecture psychanalytique de Rousseau, parce qu'il y a matière à la proposer, en tout cas. Mais peut-être avez-vous des idées, Henri Béard, sur ce sujet, vous qui connaissez beaucoup de psychanalystes? Non, pas du tout. Non. Personne n'est inspiré par le volet psychanalytique de Rousseau. Moi, j'ajouterais juste une chose, une question peut-être qui va, là, cette fois, vous faire réagir. C'est que je m'interroge beaucoup sur l'état psychique de Rousseau, qui a éveillé la curiosité de ses contemporains. Plusieurs journalistes de son temps ont expliqué à quel point Rousseau se trouvait dans des états psychiques extrêmes par moments, avec des délires olfactifs, par exemple. Il sentait des odeurs qui n'existaient pas. Il avait des accès de nervosité très très grands quand il peignait par moments. Il y a cette célèbre phrase, mais peut-être Claire ou Béatrice, vous allez la citer, où il doit ouvrir les fenêtres quand il peint ses jungles à tel point qu'il est étouffé par ce qu'il vient de peindre et envahi par ce qu'il a produit lui-même. Donc moi j'aimerais bien savoir s'il y a des éléments précis sur une sorte d'évaluation, de diagnostic de qui était sur le plan psychique au moins le douanier Rousseau. Est-ce qu'il y avait vraiment des moments de faille, de délire, ou bien là aussi c'est une construction? Scarlett, encore une fois, peut-être. Alors, je ne sais pas si. Je ne pense pas qu'il y ait eu de travail général sur l'état psychique de Rousseau, comme tu l'évoquais. Ce que l'on pourrait dire, c'est qu'à mon avis, cela fait là aussi partie, dans les récits, de cette part de réalité, de légende dont parlait Laurence Campa. C'est-à-dire que on sait. En tout cas, les récits disent que Henri Rousseau faisait des séances de spiritisme, qu'il faisait tourner les tables. On sait qu'il disait qu'il fallait ouvrir la fenêtre parce qu'il allait montrer le fantôme, et notamment les Apollinaires, le site. De nombreux de ses contemporains citent ces anecdotes. À mon avis, en tout cas, je pense que notre regard actuel, celui qu'on peut avoir là-dessus, se porte aussi sur la façon dont ces anecdotes, qu'elles soient vraies ou agrandies, il y a une part de réalité, certainement. Je pense qu'elles ont été suggérées, mises bout à bout, et c'est peut-être ça qui est intéressant à mon avis à regarder, c'est-à-dire la façon dont on a suggéré cette voie-là, cette lecture-là sur l'œuvre de Rousseau, à un moment où les poètes, les créateurs, le monde intellectuel qui entourait Rousseau, qui était assez loin de ses propres origines, s'intéressaient à ces phénomènes-là. Voilà. Je crois qu'il y avait...
Est-ce que vous pouvez situer quelle était l'ambiance à Montmartre et surtout les bateaux lavoirs où les douaniers Rousseau étaient liés aux autres personnages que vous avez nommés, et les détails de la fête au bateau lavoir, un hommage des Rousseau, dont Jacquemart André a fait une exposition énorme, grandiose, chez Jacquemart André, donc dirigée par Janine Warnaud. Et le reste de cette exposition, je me suis intéressée pour trouver les traces et je n'ai pas pu y arriver. Mais je l'ai vue, cette exposition, chez Jacquemart André, donc en 1975. Et il y avait les affiches et toutes les blagues écrites par Picasso et ses amis qui étaient affichées avec une merveilleuse maquette du bateau lavoir, de l'ancien bateau lavoir. Pouvez-vous situer un peu l'ambiance que c'était Montmartre à cette époque où les douaniers Rousseau vivaient, étaient entourés par tout ce monde-là? On va faire un deuxième colloque. En 2 minutes, ça va être difficile. Juste une chose, je précise que Virginia Tendindo, qui vient de poser la question, est sculpteur et qu'elle occupe une partie justement de l'ancien bateau lavoir au Strauss des Ateliers de la ville de Paris. Alors, je vais imaginer un peu les choses à partir de ce que je sais, ce que je n'y étais pas. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire de banquet, justement, du douanier, en hommage au douanier Rousseau, c'est que, comment dire, oui, on a pensé que ça avait été organisé justement parce qu'en fait, ils ne sont pas spatialement, géographiquement, ils ne sont pas du même monde. Donc lui, il est rive gauche, hein, donc il monte à Montmartre, on le fait venir, alors qu'il a, ce qui est assez vieux pour l'époque, quasi 60 ans. Et on se demande pourquoi Picasso aurait ouvert son atelier à tout ce beau monde si c'était pour se moquer de lui. Et donc Salmon, justement, rectifie la chose en disant que non, ils avaient envie de faire la fête tous ensemble et qu'ils étaient jeunes. Et qu'ils se voyaient tout le temps, et qu'ils admiraient le douanier Rousseau, enfin ils admiraient Rousseau, et que donc ils voulaient simplement lui rendre hommage à leur manière, à la manière montmartroise, mais aussi, comme je l'ai dit, et ça je pourrais le montrer avec les textes, à la manière de Rousseau. Donc c'était une façon de le faire entrer dans le tableau, en fait. Et quand vous me posez la question de l'ambiance du bateau lavoir, et de Montmartre à cette époque-là, ce que je pourrais vous en dire est un peu à l'image de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire purement littéraire. C'est-à-dire que ce que je pourrais en répondre, c'est ce que j'en ai lu, en fait. Et donc l'idée, par exemple, qu'il n'y avait aucune différence entre la vie et l'art, et que justement l'idée, c'était de gommer les frontières. Et c'est ça qu'Apollinaire admirait beaucoup chez Jarry, c'est qu'il était devenu son propre personnage, en quelque sorte. Maintenant, on pourrait très bien voir les choses d'un autre côté, parce que si mes souvenirs sont bons, quand Kahnweiler va au bateau lavoir pour justement voir Picasso, il est horrifié par la misère, la précarité de la chose. Il a un regard de bourgeois de Hambourg, en gros, hein, sur cela. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on hérite, en fait, de ce qu'ont pu dire Carco, Dorgelès, tous ceux qui ont vécu cette période-là et qui en ont fait, justement, une légende qui justifie, finalement, qui explique, on pourrait même aller jusqu'à un mythe, en fait, puisqu'un mythe, c'est une explication du monde. Après, voilà, il y a aussi des témoignages. Mais moi, ce dont je me suis aperçue dans les témoignages littéraires et les souvenirs littéraires, c'est qu'ils se recopiaient tous les uns les autres, en fait. Et ça, pour l'enterrement de Rousseau, le transfert des cendres, par exemple, c'est tout à fait typique. Pour l'enterrement d'Apollinaire, c'est pareil. Ils se lisent les uns les autres, ils se copient ou ils s'inspirent les uns des autres. Donc de toute façon, vous ne pouvez jamais savoir exactement ni ce qui s'est passé, ni comment c'était. Vous voyez ? Et donc en fait, la vraie réalité, elle est dans la construction littéraire. Enfin, c'est en tout cas ce que je voudrais avancer. Après, on peut faire un travail historique, mais là, je ne serais pas capable de le faire comme ça, au pied levé devant vous. Ah ben ils étaient très proches, ils se voyaient tout le temps de toute façon. Hein. Picasso a prêté son atelier à Apollinaire parfois parce qu'Apollinaire n'a pas pendant très longtemps habité chez sa mère au Vésinet, donc en fait il allait dormir chez les amis tout le temps, notamment quand il est parti aux Pays-Bas. Quand Picasso est parti aux Pays-Bas, il a laissé son atelier à Apollinaire pour qu'il puisse y dormir, etc. Donc en fait ils se voyaient tout le temps, ils faisaient énormément de choses ensemble, ils se voyaient travailler et ils étaient tous justement... amis, oui, amis, ou rivaux aussi.
dans le cas de Sandra d'Apollinaire. Amis et rivaux.